Aujourd'hui, on parle de films de science-fiction philosophique. Yeah! Pourquoi? Ben pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est agréable et amusant. Et aussi parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a des problèmes dans le monde présentement. Je trouve ça pas facile. Et comme vous, sans doute, j'ai quand même passé pas mal de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et pourquoi ça se passait comme ça. Et j'ai constaté que les films de science-fiction étaient très utiles pour comprendre ça. C'est un peu une des missions sacrées de cette chaîne. Pourquoi c'est bon? Abonnez-vous. Faites comme vous voulez. Aujourd'hui, on va faire les grandes lignes du début d'une présentation là, sur comment personnellement j'en suis venu à comprendre les problèmes et possiblement les solutions des différents enjeux là, personnels et collectifs auxquels on fait face en tant qu'être humain. Et en gros, aujourd'hui, ça va avoir rapport avec l'inconscient. Alors, lesquels films dont on va parler, lesquels films principaux, parce que je vais quand même en mentionner d'autres, ce sont 2001 Odyssée de l'espace, Forbidden Planet, Solaris et Phase 4, le film de fourmis qui conquiert le monde des années 70, un de mes films préférés. Et on va entrer pas dans trop de détails, on va faire une version assez superficielle de tout ça rapide parce qu'on ne veut pas que la vidéo dure 14 heures. On va juste présenter donc quatre modèles de l'inconscient humain tels qu'ils sont illustrés de manière directe ou allégorique par ces films-là. Ces quatre modèles-là, pourquoi l'inconscient? Parce que, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, c'est le problème, c'est une des principales explications de pourquoi on est autant dans le pétrin présentement. À mon avis, c'est une énorme, c'est une des principales pistes, là, les problèmes de l'inconscient. Ça implique de savoir, entre autres, oui, mais de quoi qu'on parle, l'inconscient, une telle chose existe-t-elle? Est-ce que c'est juste une lubie métaphysique là, d'arriérer nouvel âgeux, une opinion qui est quand même assez répandue? L'objectif aujourd'hui, c'est juste de présenter quatre modèles de l'inconscient, puis il va devenir évident que personnellement j'en préconise plutôt un, mais oui puis non en fait, là, ça sera ma conclusion parce que c'est une erreur de se limiter à un seul modèle, parce qu'en même temps tous ces modèles-là sont vrais. C'est paradoxal, mais ça fait partie de notre piste de solution. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier modèle de l'inconscient, notre premier film qu'on utilise pour illustrer l'inconscient, c'est 2001 Odyssée de l'espace, là, un des nombreux chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, que vous avez sûrement déjà vu ou dont vous avez entendu parler. Et c'est quoi le modèle de l'inconscient qui se reflète dans ce film-là? C'est l'idée qu'il n'y a pas d'inconscient. C'est ça le concept. Donc, dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est considéré philosophique, entre autres, parce que personne ne comprend la fin. Donc, si personne ne comprend, c'est forcément philosophique, n'est-ce pas? Mais aussi parce que c'est clairement un film qui illustre ou qui semble illustrer une idée profonde ou qui paraît profonde. Les opinions sont partagées, on en reparlera peut-être tantôt aussi. Ça va raconter l'histoire d'un astronaute, il y a une expédition sur Jupiter essentiellement. Il se passe un paquet de trucs, là, mais éventuellement il y a une expédition qui est envoyée sur Jupiter parce que l'humanité a découvert une sonde extraterrestre et un vaisseau spatial est envoyé en route et tous les astronautes se font tuer par l'ordinateur qui est en charge de maintenir la sécurité des astronautes. Alors l'ordinateur finalement trahit sa mission. Du moins le semble-t-il. En tout cas, il tue tout le monde et il ne reste à la fin qu'un seul. Là, je vous raconte la fin. Tous ces films-là, je vais plus ou moins vous raconter la fin. C'est nécessaire pour illustrer le propos. Je vais donner le moins de détails possible, mais je pars du principe que vous les avez vus. Soyez avisés que je vais vous raconter au moins les grandes lignes de la fin de ces films-là. Puis la fin de 2001, ben, est assez connue. Dave, notre héros, qui vient de débrancher l'ordinateur, ben, il arrive devant la fameuse sonde extraterrestre, en l'occurrence le fameux monolithe, qui chante des chansons de Ligeti.
d'opéra dodécaphonique. C'est même pas dodécaphonique, là, c'est de la musique atonale intense. Et il rentre dans notre monolithe atonal et il y a des visions effrayantes et finalement les extraterrestres le font évoluer. C'est ça l'interprétation qu'on sait qui est la bonne en vérité parce que Arthur C. Clarke lui-même l'a dit dans les adaptations en roman. Là, il y a plusieurs bouquins qui sont sortis suite à 2001, dont une adaptation coécrite avec Stanley Kubrick. Et la version courte, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans 2001? C'est quoi notre point de vue philosophique? Ben, l'être humain donc Dave, par exemple, ici notre héros, eh bien, les extraterrestres l'ont pris et ils ont fait évoluer ce personnage jusqu'à ce que cet humain soit des millions d'années plus loin dans l'évolution, quelque chose de genre d'idée-là. Et à la fin, par rapport à l'être humain, mais c'est un dieu maintenant, il est tout puissant avec ses pouvoirs cosmiques. C'est sous-entendu. Et sa nouvelle vie de surhomme commence. Quelque chose comme ça, là, ce genre d'idée-là. Et ben, comme j'ai dit dans ce modèle-ci, c'est quoi le principe? Ben, Dave, il n'y a pas d'inconscient là-dedans. Alors la notion d'un inconscient, c'est que, ben, on va l'expliquer un peu plus tard, mais ça rentre même pas dans l'équation. Okay? Dave, il a une personnalité. C'est un gars sympathique, mais professionnel. Il joue aux échecs, il est astronaute, il a grandi à tel endroit. C'est tout, là. Il n'y a pas de refoulement de si. Ça ne rentre pas dans l'équation. Quand les extraterrestres le font évoluer jusqu'à ce qu'il devienne un surhomme qui transcende l'humanité, ben, il n'a pas transcendé l'humanité en confrontant sa part d'ombre dans son inconscient ou quoi que ce soit de ce genre-là. Okay. Dave est rendu 1 million de fois plus intelligent, mais c'est encore Dave. Puis ce thème-là, par exemple, c'est exactement la même chose qu'on a dans un épisode de Au-delà du réel dans les années 60, qui est The Sixth Finger. Puis moi, j'aime beaucoup Au-delà du réel, même les épisodes les moins bons ont toujours quelque chose de très, très charmant, puis visuellement, c'est toujours très cool, puis j'ai grandi avec ça, ça fait que j'adore ça. En reprise, puis j'ai grandi avec ça. Mais l'idée du sixième doigt, de cette histoire d'Au-delà du réel, c'est qu'il y a un savant, il découvre une machine où il se passe un truc scientifique, et son évolution est accélérée, et il devient tout le monde ensemble, 1 million de fois plus intelligent que l'être humain moyen, son cerveau décuple de taille, et il y a un sixième doigt qui lui pousse, évidemment parce que l'évolution, Darwin, quelque chose comme ça, mais parce qu'il est devenu 1 million de fois plus intelligent, ben maintenant il va conquérir le monde, parce que manifestement c'est ça que les gens 1 million de fois plus intelligents font. Et c'est quoi le lien avec notre histoire de 2001? C'est que, bon, mais c'est la même prémisse. Le gars devient 1 million de fois plus intelligent à cause de l'évolution, mais c'est encore le même gars. C'est ça l'idée. Encore une fois, il n'y a pas de notion d'inconscient là-dedans. Donc, la raison pour laquelle il perd son humanité, ou ce qui se produit essentiellement quand son évolution est accélérée, son corps devient 1 million de fois plus évolué, ben il n'y a rien là-dedans, okay, qui implique qu'il confronte quoi que ce soit de psychique. On peut dire il devient fou, mais s'il devient fou, c'est le pouvoir le rend fou, ou ben donc un genre de lieu commun plus ou moins abstrait comme ça, là, une idée générale comme ça, mais il n'a pas affronté ses traumatismes d'enfance, là, okay? À aucun moment, là, quand il a son sixième doigt à pousser, là, ça ne rentre pas dans l'équation, ce n'est pas pertinent, ça ne fait pas partie de l'histoire. On a un personnage et il reste le même personnage fondamentalement de notre point, de ce point de vue-là. Il reste le même personnage tout au long de l'histoire. Il n'y a pas de transformation psychique intérieure. S'il y a une transformation psychique, c'est qu'il devient méchant parce qu'il n'est plus humain. Mais c'est pas, il n'y a rien il y a rien d'inconscient là-dedans. Bon, dernier point là-dessus, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, c'est que si on prend tous les exemples de science-fiction dite philosophique, à juste titre, à beaucoup de points de vue, avant 2001, ben, la plupart de ces films-là, quoique Forbidden Planet, on en a parlé dans un instant, date de plusieurs années avant, de vingtaine d'années avant, mais les principaux représentants de la science-fiction philosophique avant 2001, c'est quoi? Ben, il y en a qui sont moins connus aujourd'hui, mais Things to Come, on en a déjà parlé sur la chaîne ici, adapté d'un roman de H.G. Wells. Bon, ben, c'était le fleuron de la science-fiction philosophique
des années 30, 40, 50. Là. Quand Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001, recommandait un film de science-fiction, ça c'est documenté, on en parle entre autres, je pense, dans le film, la grosse encyclopédie de Phil Hardy, là, mais ça c'est bien documenté. Le film que Arthur C. Clarke recommandait comme l'exemple suprême du suprême accomplissement de la science-fiction philosophique, c'était Things to Come. Puis qu'est-ce que ça raconte, Things to Come? Il y a une troisième guerre mondiale et l'humanité retombe dans la barbarie et l'humanité se divise en deux classes. En gros, les barbares et les scientifiques. Et les scientifiques prennent le contrôle du monde et ça c'est bien. Et parce que le progrès c'est bien et tous ceux qui ne croient pas au progrès doivent être tués essentiellement. C'est ça la morale de Things to Come, et le progrès, puis ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des imbéciles. Puis c'est ça qui fait que c'est une œuvre philosophique. Vous l'écouterez. Puis visuellement, c'est très cool. Mais au niveau des idées, là, c'est assez rudimentaire, vous en conviendrez. Mais il y a d'autres films. Frankenstein, je finis sur celui-là. Mais bon, le Dr Moreau, j'aurais pu en parler, d'autres adaptations d'H.G. Wells, mais Frankenstein, là, qui inaugure la science-fiction, l'œuvre fondatrice, à beaucoup de points de vue, de la science-fiction, la porte dimensionnelle qui ouvre l'horizon de la science-fiction, la première, c'est Frankenstein. Et Frankenstein, c'est entièrement philosophique. C'est une œuvre fondamentalement philosophique, si on veut, sur la vie, le sens de la vie, etc. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ben, si vous l'avez lu, dans le roman, le monstre de Frankenstein, okay, qui est assemblé, là, vous connaissez l'histoire, assemblé de paquets de cadavres, etc., ben, il n'y a pas la personnalité d'une de ces personnes-là en particulier. Il y a sa propre personnalité. Le baron Frankenstein, ou le docteur, peu importe Frankenstein, là, le créateur, il réussit à créer de la vie, là, carrément. Puis la vie qu'il crée, donc le monstre de Frankenstein, est sensible, rempli c'est ça, d'émotions, mais encore une fois, d'une véritable personnalité. Puis c'est un être autonome. Là. Ce n'est pas que l'assemblage des cadavres. Là. Il y a quelque chose comme une âme essentiellement individuelle dans le sens moderne, on pourrait le prendre, là, dans le sens où est-ce que c'est ça, il y a un soi qui existe. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est un soi qui est équivalent à un moi, à un je, etc. C'est un soi monolithique. Là. Il n'y a pas d'inconscient, de surmoi, de quoi que ce soit dans le monstre de Frankenstein. Là. C'est une créature avec une personnalité, puis elle a cette personnalité-là au début, puis elle a essentiellement la même personnalité à la fin. C'est une figure monolithique, c'est ça. Il y a des nuances, mais les nuances ne sont pas en lien avec son inconscient. Elle n'en a pas, personne n'en a, ni le baron, ni personne. Premier modèle de l'inconscient, c'est qu'il n'y en a pas. Si on veut associer des auteurs ou des théoriciens, si on veut, à ce concept-là de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, ben on peut penser entre autres à Zizek et à Lacan du coup, qui paradoxalement est un psychanalyste qui ultimement met de l'avant qu'il n'y a pas d'inconscient, il y a des mécanismes d'inconscient, mais il n'y a rien en arrière. Donc il n'y a pas de moi profond, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. C'est une pure vue de l'esprit. Et on a aussi essentiellement la même chose chez les bouddhistes. Au moins un certain discours bouddhiste, puis tout ça c'est un sujet pour un autre jour, mais c'est pour vous dire que c'est une idée largement répandue, que l'inconscient n'existe pas ou qu'il n'a aucune importance. Et non seulement c'est la plus répandue, mais je pense qu'on peut dire que c'est la version par défaut. Dans la vie de tous les jours, on s'encontre Saint-Cyboirise de l'inconscient, on considère que ça n'a aucune importance. À tort, à mon avis. Donc, deuxième modèle de l'inconscient, j'ai parlé de Forbidden Planet. Puis je vais aussi parler de films de Hitchcock très rapidement. Donc, Forbidden Planet, le modèle ici, c'est le modèle de Freud, en gros. Bon, dans le premier modèle, il y a une personnalité qu'on reconnaît, qui est celle qui vous parle présentement. Il y a, OK, mon copain un tel, ma copine une telle. Dans le modèle 1, il n'y a rien en dessous. Dans le modèle de Freud, il y a quelque chose en dessous. L'inconscient chez Freud, il existe. Il est très puissant, mais il est aussi maléfique et toxique. L'instinct sexuel irréfréné, l'instinct de destruction irréfréné. Puis l'idée, en gros, c'est que si on ne contrôle pas ces instincts-là, ce qu'on est incapable de faire de manière consciente et donc
la raison pour laquelle on a ces structures-là de l'inconscient, avec le surmoi, etc. Ben, si ce mécanisme-là, donc de l'inconscient, ne contrôle pas nos pulsions, eh bien, ça va être l'apocalypse dans les rues, la barbarie constante, et ben voilà, c'est à peu près ça le principe. Là. Il faut avoir une répression de nos pulsions fondamentales, parce que fondamentalement, nous sommes des monstres, les êtres humains, et ben voilà, c'est l'idée générale, et on peut faire la paix avec un certain nombre de ces pulsions-là, on peut les accepter, mais l'essentiel de tout ça doit demeurer refoulé, contrôlé par ce mécanisme, et on est comme prisonnier de cette psyché-là, qui est le mal intérieur fondamental, ce genre d'idée-là. C'est pas comme ça qu'il l'exprime, mais c'est ça que c'est. Okay? L'intérieur, c'est le chaos et le mal, ça doit rester comme ça. On appelle ça l'inconscient, mais il n'y a aucune conscience là-dedans. Là. Ce sont des mécanismes comme biologiques, essentiellement. Forbidden Planet, comment c'est illustré? Ben, Forbidden Planet, un excellent film, chef-d'œuvre total du cinéma, super bon. Ben, on a une expédition extraterrestre qui arrive sur une planète lointaine, qui est, je pense, Altaïr 4. Et sur cette planète-là, ils trouvent les survivants d'une expédition précédente, qui sont, ils ne sont plus que deux. Essentiellement, il y a le professeur, un tel, j'oublie son nom, et sa fille. C'est basé sur la tempête de Shakespeare, là, donc essentiellement, chez Shakespeare, c'est un vieux sorcier et sa jeune fille et les différents esprits qui cohabitent avec eux. Ben, dans Forbidden Planet, c'est le même principe, sauf que c'est un savant à place d'un sorcier. Il y a encore sa jeune fille en fleurs, et ils ont un robot à la place d'esprit de la Terre, etc. Et ils ont aussi un monstre qui commence à apparaître et qui commence à attaquer les membres de l'expédition. Puis pourquoi est-ce que les monstres commencent à attaquer l'expédition? Puis pourquoi, c'est quoi le lien avec Freud, n'est-ce pas? Ben, c'est que dans l'expédition, il y a plein de jeunes et virils jeunes hommes, n'est-ce pas? Et dont Leslie Nielsen, notre jeune premier Leslie Nielsen ici, bien avant L'Agent fait la farce. Et lui, ben, il est très en amour, si on veut, avec la fille du professeur, qui a quelque chose comme on va dire 17 à 20 ans, là, mais il la trouve très belle et très désirable. Puis en vérité, il la trouve sexuellement désirable. C'est évident que c'est ça que c'est. Okay? Et le père, eh bien, pour vous vendre le punch, comme on dit, il y a des désirs incestueux refoulés pour sa fille. C'est ça que c'est. Le père, dans cette histoire-là, il a trouvé une cité extraterrestre. Et dans cette cité extraterrestre-là, avec la technologie extrêmement évoluée, encore une fois des millions d'années plus évoluée que notre propre technologie, eh bien, il a trouvé une machine, et cette machine-là lui permet d'extérioriser le contenu de sa psyché, et c'est ça qui lui permet d'opérer la cité, puis donc de vivre confortablement avec sa fille, puis de créer les différents trucs dont il a besoin, sa maison, etc. Bon, tout ça, c'est créé avec l'aide de cette technologie extraterrestre qu'il contrôle avec cette machine qui projette le contenu de sa psyché, mais parce que c'est un être humain avec cette psyché barbare, avec ses pulsions inexprimables, n'est-ce pas? Ben, ça crée un monstre. Cette machine qui projette la psyché crée un monstre, et le monstre se met à attaquer tout le monde. Si vous écoutez le film, vous allez voir une illustration parfaite de ce qui, selon le modèle freudien, se produit si le contenu de l'inconscient, qui est un réceptacle d'abomination, ben, si ce contenu-là est révélé au grand jour et extériorisé, et donc il faut absolument revenir au statu quo ante, et il faut que le contenu refoulé redevienne refoulé essentiellement, puis etc., etc. Les grandes lignes de l'idée, c'est ça. En termes de science-fiction, il n'y a pas beaucoup, je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres exemples, il y en a peut-être, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, qui pouvaient ressembler à ce genre de modèle-là. Mais chez Hitchcock, certainement, il y a de nombreux suspens qui mettent en place, qui illustrent les principes généraux de type freudien, qui étaient très à la mode dans les années 50, là, si on veut, comme au niveau de la psychanalyse ou des discussions sur la psychologie, puis même de la philosophie, aller jusqu'à Derrida, il y a une grosse influence freudienne, là.
Et puis, juste pour les nommer comme ça, pour le fun, si vous êtes curieux, ça vaut vraiment la peine. C'est très intéressant d'aller les voir. Il y a Marnie, là, avec Sean Connery, qui est super bon, assez troublant comme film à plusieurs points de vue. Mais bon, Marnie, il y a Vertigo qui a des éléments de ça, le traitement du refoulé, etc. Puis il y a le fameux Spellbound de 1945, fameux, non pas parce que ce titre-là est particulièrement remémoré aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont oublié, mais Spellbound, c'est le Hitchcock où il y a une séquence de rêve, et c'est la séquence de rêve conçue par Salvador Dali. Donc, qui est très, très, très mémorable. Puis qu'est-ce que ça illustre? Bien évidemment, c'est ça, le rêve comme illustration du contenu inconscient refoulé, puis etc., etc. Puis souvent, chez Hitchcock, l'idée, c'est qu'il y a un souvenir qui est enfoui, le souvenir doit être ramené à la surface, puis il y a une sorte de catharsis qui opère par une forme de magie psychanalytique, et on ramène le souvenir à la surface, et tout est réglé, mais on n'en ramène pas trop en même temps, hein, parce qu'il n'en demeure pas moins que les pulsions fondamentales doivent demeurer enfouis parce que cet inconscient-là est machinal, animal, mécanique et extrêmement puissant et ne doit pas être intégré. Ce serait la fin, ce serait la perte. Bon, ça, c'est le modèle 2. Le modèle 3, c'est ce qu'on va appeler le modèle jungien. Okay. Puis je parle assez souvent de Jung, Carl Jung là, sur la chaîne. Puis c'est une figure un peu polémique pour des raisons qui dépassent le cadre de la vidéo ici, mais on va certainement en reparler parce que c'est un gros problème qu'on a de considérer que Carl Jung est aussi sulfureux. Puis pourquoi il est sulfureux? Parce que on le considère comme une sorte de... Alors, ces critiques vont souvent le traiter de mystificateur, nouvel âge, genre de trucs-là. Parce qu'il y a une dimension de type spirituel, si on veut, d'une certaine manière. Là. Il faut dire aussi que Carl Jung, comme lui-même le disait, c'est pas un gars doctrinaire. C'est pas un gars qui présente une doctrine. C'est un gars qui dit, en gros, euh, l'inconscient dont parlait Freud, il y a autre chose qui est en train de se passer. Ça correspond à quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Et quand on commence à travailler avec ça, on voit que Freud a commis une grave erreur, en fait. Puis sa grave erreur, c'est justement de refuser la possibilité même d'intégrer la psyché comme totalité, puis de la voir comme une entité, comme ce qu'elle est réellement en vérité, selon Jung et selon moi, comme une entité en quelque part autonome, une entité qui est dans l'inconscient, okay? Dans le sens où le moi qui vous parle présentement n'en est pas directement conscient, mais qui a une conscience, là, okay? Qui a une conscience de soi essentiellement, qui est, dans le langage de Jung, encore une fois, le véritable soi, celui avec un grand S. OK, mais ça, c'est un discours plus ou moins théorique résumé rapidement. Le film ici, qui illustre très, très, très bien ce point de vue-là, y compris sa dimension spirituelle, c'est Solaris de Tarkovsky. Puis ça aussi, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, sur ce détail-là en particulier. Solaris, qu'est-ce que ça raconte? Il y a la planète Solaris lointaine, c'est une planète océanique ou qui paraît être couverte d'un vaste océan, mais c'est une forme de vie en même temps. C'est pas de l'eau, c'est une sorte de magma protéinique, ou peu importe, c'est pas clair qu'est-ce que c'est. Et il y a une station spatiale qui est en orbite autour de la planète Solaris. Et ce qui arrive, c'est que les savants qui demeurent dans la station spatiale sont visités, quand l'histoire commence, ça fait un moment qu'ils sont visités par des manifestations de leur inconscient, finalement, okay, par ce qui paraît être généralement des êtres humains qui sont tirés de leurs souvenirs ou de leur imagination, des choses comme ça, puis qui apparaissent de nulle part, et qui se mettent à interagir avec eux. Et c'est très troublant, puis la plupart des savants le prennent très mal. En vérité, quand notre héros, Chris Kelvin, est envoyé en mission, il part de la Terre pour aller sur la planète, sur la station, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a perdu contact
avec la station. Il se rend compte que la station est pratiquement laissée à l'abandon. À peu près tous les savants sont morts. Il y en a qui se sont suicidés, etc. Puis, en gros, il n'en reste que deux. Puis, c'est ça, c'est elle qui commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, Chris Kelvin, je ne vous vends pas la mèche tant que ça parce que c'est sur la pochette du DVD, là. Il est visité par le fantôme de sa femme qui s'est suicidée, essentiellement. Le fantôme, c'est-à-dire la projection envoyée par la planète Solaris. Puis le film va illustrer, va raconter essentiellement comment est-ce que lui gère ça, parce qu'il gère son deuil, etc. Il se passe beaucoup de choses assez profondes. Mais le film est en train de poser la question à savoir si la planète Solaris fait ça de manière consciente ou de manière machinale, comme l'inconscient de Freud. La manière dont le film présente la question fait le parallèle par des images subtiles, y compris le lien à des références à la peinture dont j'ai la reproduction d'ailleurs d'ici, qui est le Fils prodigue de Rembrandt. Et la raison pour laquelle je l'affiche ici, c'est parce que c'est une référence directe à Solaris, dont un plan célèbre, je ne vous dirai pas lequel si vous ne l'avez pas vu, là, mais qui fait une référence explicite à cette image-là. Et pourquoi? Pour illustrer finalement que d'après l'interprétation qu'en fait Tarkovsky, en tout cas c'est ce qui nous montre, ok, la planète Solaris, c'est certainement, le film fonctionne comme une allégorie du retour du Fils prodigue, comme allégorie, encore une fois, de l'être humain qui renoue contact avec, entre guillemets, Dieu. Okay? Bon. Mais le truc, c'est que renouer contact avec Dieu, dans les écrits de Jung, ce que lui constate, ce que lui met de l'avant, c'est il y a une question, les gens demandaient, il y a une entrevue célèbre, entre autres, où est-ce que quelqu'un demandait à Jung, est-ce que vous croyez en Dieu? Parce qu'il mettait de l'avant toutes sortes de... C'est ça, ses discours sur l'inconscient collectif, puis toutes ces choses-là. Et puis ça sonnait vaguement religieux. Puis Carl Jung, contrairement à moi, Carl Jung était un fervent défenseur de la religion. Il était très anticommuniste et très pro-religion. Et là-dessus, je ne le rejoins pas du tout. Mais parce qu'il parlait de ces choses-là, quelqu'un, à un moment donné, lui a demandé « Est-ce que vous croyez en Dieu, Dr. Jung? » Puis Jung a répondu « J'ai pas besoin de croire parce que je sais. I don't need to believe, I know. » Puis, si on n'a pas fait de travail de type jungien, de travail sur soi-même puis sur sa psyché, c'est facile de comprendre ça d'une certaine manière. Puis certainement, si on n'a pas lu en profondeur ses écrits, ou même de manière relativement superficielle, c'est facile, encore une fois, précisément, de le voir comme une sorte d'illuminé. Mais c'est pas ça du tout. Parce que fondamentalement, la conclusion à laquelle Jung en vient, en gros, résumé grossier, oui, il y a bel et bien un inconscient personnel. Mais quand on fait le travail d'intégrer ça, puis qu'on ne s'interrompt pas dans ce travail, quand on atteint le stade où est-ce qu'on dit non, je devrais laisser ça là, mais qu'on continue, en fait, quand on va plus loin donc que le refus de Freud, on constate qu'il y a une autre couche en dessous. Une espèce de seconde couche, comme ils disent dans Père Noël est une ordure. Mais à la place d'être du cloug, c'est au marron, c'est Dieu. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de distinction compréhensible ni perceptible entre Dieu et le moi profond. Une autre manière de l'exprimer serait que s'il y a une distinction, s'il y a une séparation, qu'il n'y en a pas, mais s'il y a une distinction entre le moi profond, qui est le soi, qui est l'inconscient dans ce sens-là, qui on appelle inconscient parce qu'on n'en est pas conscient, mais il est conscient, bien plus que nous, là. Quand on rentre en contact avec cet inconscient-là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de séparation perceptible ni discernable entre ça et Dieu. L'expérience de ça est, d'une certaine manière, consubstantielle à ce qui, vu de l'extérieur, apparaît comme une expérience de la divinité. Mais là, c'est bien évident que on est mal pris pour exprimer ça en langage plus ou moins rationnel. Puis quand on le fait, puis qu'on cherche à résumer ça,
Okay? Dans cette culture-ci, c'est-à-dire la culture occidentale, la civilisation occidentale, puis avec le langage qu'on a, avec les lieux communs de la conversation qu'on a, qui sont la religion, mais la religion avec son côté extrêmement oppressif, puis son côté dictatorial, en quelque part. Là. Le gros bagage culturel, en bien ou en mal, selon les opinions, qui est associé à la religion, au concept de Dieu, puis 2000 ans de croisade, puis de trucs comme ça, là, puis d'hérésie, puis de brûler les gens sur le bûcher, puis les histoires qu'on se raconte là-dessus, qu'elles soient vraies ou pas. Là. Ben, quand on essaie d'exprimer ça avec le langage de tous les jours, c'est très facile d'avoir une idée fausse de ce qui est réellement en train de se passer ici. Je mentionnerai que le film de Tarkovsky est une excellente illustration de ce à quoi ça ressemble en réalité. Chez Freud, donc l'inconscient est en quelque part vertical, puis il y a le moi, puis il y a le puits sans fond en dessous, et sur le puits sans fond de mon inconscient, puis je mets une couche de béton entre les deux, puis c'est enterré en dessous, puis c'est bien comme ça. C'est vertical comme ça. Puis le vrai moi, c'est celui qui vous parle. Puis en dessous, c'est ce puits sans fond de pulsions maléfiques. Et tout ça, c'est refoulé. C'est très bien comme ça. C'est ce qui rend la civilisation possible, etc. Donc ça, c'est le modèle vertical. Mais Jung, c'est pas ça du tout. Jung, c'est le modèle du mariage alchimique, essentiellement. Il en parle très, très longuement. Puis son idée, c'est que ce n'est pas une relation verticale entre un moi qui vous parle présentement et des pulsions qu'il faut apprendre à accepter comme étant maléfiques et devant être refoulées. C'est pas ça du tout. C'est une relation horizontale entre deux pôles qui apprennent à dialoguer, à savoir le moi qui vous parle présentement, le moi avec un petit m, et le soi avec un grand S, qui est dans le film de Tarkovsky, à la fois la figure paternelle et l'incarnation de Dieu, mais aussi l'incarnation de ce moi profond, de cet inconscient, de la réalité de l'inconscient. Dans Tarkovsky, ça prend à la fois la forme du souvenir incarné de la blonde de Chris Kelvin, de son ex-conjointe, son ex-femme, mais aussi la figure de son père. Bon, ici, c'est une fille ou un gars. Dans la guerre alchimique, c'est présenté comme étant un mariage, essentiellement. Selon l'angle où est-ce que vous regardez ça, ça, c'est encore une fois, ça aussi un sujet pour un autre jour, mais une des deux parts de la psyché, ici, dans ce modèle binaire et horizontal, il y a la psyché consciente qui vous parle, et il y a l'inconscient, qui est le moi véritable, qui est le moi profond, qui est connecté à la divinité. Et l'un des deux pôles est le prince charmant et l'autre est la princesse endormie. Et selon comment vous regardez la métaphore, des fois le moi qui vous parle est le prince charmant, des fois c'est la princesse endormie. Ça dépend, c'est un sujet pour un autre jour encore une fois. L'idée de l'inconscient, c'est qu'il y a une fusion à réaliser, il y a une entente à réaliser. Donc, il y a une poignée de main qui doit se faire, il y a un mariage qui doit s'accomplir et se consommer. Je vais maintenant passer au modèle 4, mais qu'est-ce qu'on remarque dans le modèle 3? Bien, qu'est-ce que j'ai évoqué? Le symbole du mariage alchimique peut être à la fois interprété comme étant le moi conscient et le prince charmant, et l'inconscient et la princesse endormie. Mais le symbole du prince charmant et de la princesse peut aussi fonctionner dans l'autre sens. D'accord? Ou est-ce que le moi qui vous parle présentement est complètement endormi? C'est la princesse endormie parce qu'il a perdu compte, parce qu'il n'est pas conscient du fait qu'il existe un inconscient, et le prince charmant qui vient l'embrasser, c'est sa psyché profonde. Donc, c'est pas un truc de patriarcat ou rien de ça. Là. Dans les deux cas, ce sont des symboles qui représentent des phénomènes psychiques, puis ces phénomènes psychiques-là sont exprimés avec des symboles qui sont ambivalents, qui peuvent vouloir dire à la fois une chose et son contraire bien souvent. Et c'est pas un bug, c'est un feature, comme on dit. C'est le feature de la psyché qui s'exprime de manière symbolique. Puis dans le film de Tarkovsky, donc la femme de Chris Kelvin ou son père, les deux sont en train de représenter le soi, la divinité ou l'inconscient. Puis aussi, d'ailleurs, justement, est-ce que ça veut dire que ce symbole de l'inconscient est aussi le symbole de Dieu parce que le Dieu et l'inconscient, c'est la même chose? Ou c'est parce que le symbole est ambivalent, puis il illustre deux trucs qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait pareils? Ben, ces réponses-là, on ne peut pas avoir de solution définitive. On ne peut pas le savoir avec certitude, à cause de la nature de l'inconscient. Puis ça fait partie du processus du mariage alchimique en quelque part, puis du quatrième modèle
de la psyché que je m'apprête à vous présenter, ça fait partie du processus de commencer à comprendre ou de finir par comprendre et accepter que, justement, la psyché nous parle par des figures allégoriques et métaphoriques, okay, par des images, par des récits, par des histoires, par des personnages qu'on voit évoluer dans notre imagination ou dans nos romans ou peu importe, mais qui sont le produit de notre imagination, dans les films, etc., par exemple. Ce sont des symboles de la psyché, mais ce sont des symboles ambivalents dont on ne peut pas avoir de... On ne peut pas voir le contour. On peut voir à peu près qu'est-ce qui symbolise, puis parfois de manière très très claire. C'est pour ça que la psyché nous les envoie, mais on ne sait pas où s'arrête la validité de la métaphore. Mais dans cette zone de flou-là se situe la nuance avec que je vais mettre de l'avant avec le quatrième modèle, qui est le modèle phase 4. Okay. Puis l'idée, encore une fois, c'est qu'il faut prendre acte de ce flou-là. Okay? Un peu comme les limites de notre champ de vision, là, où est-ce que c'est flou, mais il y a bien des choses qui se passent, puis il y a d'autres choses en arrière. Là. Okay? L'équivalent psychique de ça. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Phase 4? Bien, Phase 4, c'est le 2001 au-dessus de l'espace du film d'insectes qui prennent le contrôle de la Terre, et il y a un phénomène astronomique bizarre, une comète, ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui se produit et qui fait que les fourmis deviennent soudainement extrêmement intelligentes. Puis elles se mettent à construire des structures... manifestement d'une intelligence déconcertante, d'une grande beauté, qui ont des effets bizarres, qui interagissent avec la lumière, puis des trucs qu'on ne comprend pas du tout. Puis il est évident, en regardant ces fourmis-là aller là, sur le sol, juste en les observant, qu'il se passe quelque chose de très bizarre. Il y a des schémas, mais qu'on ne comprend pas, mais qui sont clairement riches de sens. Puis les autorités s'inquiètent, évidemment. Mais ils s'inquiètent juste assez pour envoyer 2 gars. Donc, ils n'envoient pas une équipe de 35 là, ou de 3000, ils envoient 2 gars pour étudier la situation dans un centre de recherche dans le milieu du désert où se trouvent ces fourmis. Et les 2 gars, ce sont un linguiste et un informaticien. Alors, le linguiste est censé regarder ces mouvements-là pour essayer de voir s'il comprend quelque chose, mais comme il dit lui-même, les fourmis, c'est pas vrai qu'il y a un langage, normalement. Bon, par analogie, encore une fois, on dit ça comme ça, mais bon, non. On va rien trouver, là, ça se peut pas, là, c'est des trucs naturels qui ne veulent rien dire, comme chez Freud, c'est des mécanismes, ça veut rien dire, bon. Mais il l'envoie en mission faire ça, observer ce langage-là, puis il envoie l'informaticien avec lui pour l'aider à rentrer ça dans un ordinateur des années 70, mais à l'époque extrêmement avancé, pour faciliter son travail essentiellement. Et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que les fourmis sont pas mal intelligentes. Puis là, je vais vous vendre le punch parce que j'en ai besoin pour illustrer... pour illustrer le propos, mais je vais vous en dire le minimum parce que je vous encourage vraiment à regarder le film parce que moi j'ai vraiment été là, j'en parle tout le temps de ce film-là parce que c'est une prodigieuse réussite cinématographique et visuelle et, j'oserais presque dire, philosophique. Là, okay? Qu'est-ce qu'ils réalisent, nos 2 savants, c'est que les fourmis sont justement de très, 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 très loin plus intelligentes que nous autres. Puis, comme on sait, c'est plus ou moins écrit sur l'affiche. Là, c'est un film de fourmis qui prennent le contrôle du monde. Donc, est-ce qu'ils réussissent ou pas, je vous laisse le regarder, ou quelle forme ça peut prendre. Mais l'idée générale ici, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que les fourmis commencent à communiquer avec les humains. Puis à transformer certains humains pour les rendre plus aptes à communiquer avec les fourmis, en préparation là, de leur prise de contrôle du monde. Puis le truc, c'est qu'on comprend rien. On comprend rien au niveau rationnel, certainement. Puis le film a un côté 2001 au-dessus de l'espace, un côté hallucinatoire, visuel, là, ce côté-là de 2001, la fin de 2001. Mais dans phase 4, ce qui nous est présenté, c'est que les messages qui nous sont envoyés dépassent notre compréhension, puis nous sont envoyés
pour nous transformer d'une manière à ce qu'on soit capable d'interagir d'une meilleure manière avec cette intelligence-là, qui, dans le cas du film, va décider, c'est mieux que nous ce qu'il faut faire. Bon. Puis, ne paniquez pas, ne soyez pas en peur, parce que ça demeure une métaphore pour le quatrième modèle de la psyché que je vais mettre de l'avant. Mais ce modèle-là, il part du principe très simple que, d'une part, déjà, le soi, donc cet inconscient jungien qui est plus conscient que moi. Okay? Cet inconscient-là, c'est l'inconscient qui est en charge de l'intuition, de m'envoyer des signaux que je ne perçois pas. C'est pour ça qu'il m'envoie des rêves, des trucs comme ça, pour gérer les trucs qui sont refoulés, pour m'aviser de trucs que j'ai refoulés. Puis même dans la version freudienne, c'est un peu ça. Il a perçu des choses dans la journée qui m'ont stressé ou qui m'ont embêté, ou des préoccupations que je peux avoir, peu importe le sujet. Même dans le modèle machinal, l'idée c'est que les rêves sont comme... il y a une citation célèbre qui est en gros... je pense que c'est Shakespeare qui dit ça. Là. Le rêve n'est rien d'autre qu'un bout de roast beef mal digéré avant de me coucher. Quelque chose comme ça. Mais quand ce serait ça, OK, la psyché est quand même en train de t'envoyer une image mentale qui exprime cette chose-là dont tu n'es pas pleinement conscient, essentiellement. Elle est quand même en train de t'envoyer un symbole d'un truc qui dépasse le stade de ta compréhension ordinaire, qui est quand même assez limité, là, finalement. Donc, puis ça, c'est la version la plus boboche, la plus résumée, là, où est-ce que la psyché n'est pas consciente. Mais ici, l'inconscient qui t'envoie des messages, okay, dans ce modèle-là, avec qui on rentre en contact avec le mariage alchimique, c'est l'inconscient qui fait battre ton cœur, là. Hein? C'est l'inconscient, c'est la totalité de tous tes mécanismes vitaux et psychiques et émotifs, en quelque part, leur totalité, okay, qui sont gérés par cette entité-là, qui sait plus que toi qui est ce que t'es. C'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est troublant, c'est ça qui pour l'ego, en tout cas, est perçu comme menaçant. Puis, c'est ça qui fait, par exemple, que dans les processus de type jungien ou de mariage alchimique, il y a des périodes douloureuses, la nuit de l'âme, puis ce genre de choses-là. Puis dans le tarot, là, la maison Dieu, bon, les événements dramatiques là, qui viennent se faire effondrer les structures de notre vie, bon, etc. Quand on est dans... beaucoup de gens qui ont des genres d'expériences spirituelles vont décrire comment est-ce que tout semble s'effondrer dans leur vie. Puis beaucoup de gens qui ont des périodes où tout semble s'effondrer dans leur vie, c'est-à-dire tout le monde qui vit assez longtemps, quelque chose comme ça. À un moment donné, tu as des périodes où est-ce que tout a l'air de mal aller, puis tout s'effondre. Ta copine te lâche la même semaine que tu perds ton boulot, la même semaine que ta baignoire déborde. C'est toujours comme ça que ça se passe. Là. Pourquoi? Ben dans cette interprétation-là, pourquoi ça fait tout le temps ça? Parce qu'il y a un effondrement. Puis il y a un effondrement parce que la structure que l'ego considère sécuritaire, la structure psychique, là, qui considère comme la vie normale de tous les jours, et donc comme la vérité, stable et objective, n'est pas la vérité stable et objective. C'est une construction psychique de l'ego qui n'est pas la vérité, puis que la psyché, à un moment donné, le moi profond ici, envoie pour faire le ménage dans tout ça, parce que ce n'est plus utile. Alors, c'est douloureux de se départir de ces choses-là, mais c'est nécessaire. Là, donc, voilà. Pourquoi le lien avec phase 4 ici, puis avec mes fourmis, c'est quoi le lien? Ben, dans le modèle de Jung, c'est ça, cette entité hyper consciente, okay, qu'on appelle l'inconscient de manière fautive, en vérité, par habitude dans le langage, ce qui oriente faussement notre perception du phénomène, ben, notre inconscient qui est ultra conscient, hyper conscient, okay, qui nous envoie ces catastrophes-là, semble-t-il, pour notre plus grand mal, mais en vérité pour notre plus grand bien, ben, cet inconscient-là, dans le modèle jungien, on rentre en contact avec lui pour établir le fameux mariage alchimique, mais le modèle de Jung regarde cela toujours du point de vue de ce moi-là, qui est celui qui vous parle. Okay? De ce moi-là limité. Il ne peut pas faire autrement, en quelque part, parce que c'est ce moi-là limité, l'être humain limité, qui a accès à son inconscient illimité, encore une fois, dans ce modèle-là. Ben, j'y ai accès, mais je le regarde de ce point de vue-là. Okay? Du point de vue, je vois l'illimité, mais de mon point de vue limité. Mais le modèle phase 4, c'est quoi? Le quatrième modèle de la psyché. C'est que si ce soi-là, c'est mon moi véritable, ce qu'il est, ben,
Le vrai point de vue sur ma vie et la réalité et la psyché, c'est le sien, en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Moi, de mon point de vue limité, je regarde la psyché. Mais ce moi profond-là, ok, qui est ici représenté par mes fourmis hyper intelligentes, dont je comprends rien, puis que je comprends pas la fraction, le millième de 1% de ce que les symboles qui m'envoient veulent dire, mais les fourmis envoient quand même ces messages-là pour que je comprenne du mieux que je peux les vérités transcendantes qu'elle cherche à me faire comprendre pour m'orienter dans une direction qui, ultimement, va me rendre plus heureux, puis une meilleure version de moi-même. Ben c'est ça, cette fourmi-là, cette allégorie-là, c'est l'allégorie de la psyché. Puis du point de vue de la fourmi, c'est rempli de sens puis de bon sens. Okay? Dans phase 4, quand ils nous envoient leurs images peu importe, vous extraire le film, là, okay? Avec leur plan incompréhensible, pour eux, c'est tout à fait compréhensible. Okay? Puis pour notre soi, de son point de vue à lui, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut que deviner par les contours des récits que cet inconscient-là met en place, parce que les récits qu'on raconte et qu'on s'imagine sont des manifestations, ne peuvent pas faire autrement, en bonne partie, que d'être l'expression de ce soi-là. Okay? Ben c'est ça. Le quatrième modèle, c'est l'idée que le vrai moi, gardons en tête que c'est pas le moi qui vous parle. Okay? Que le mariage alchimique est aussi un mariage du point de vue de la fiancée ou du fiancé psychique qui nous est complètement incompréhensible et qui, en même temps, est qui nous sommes réellement. Okay. Donc, dans le tarot, là, juste pour vous dire, là, dans les cartes du tarot, qui sont encore une fois des symboles de ce genre de mécanisme-là, ce qui veut dire exactement, comme tous les symboles, ça se discute, c'est un peu l'idée d'ailleurs. Mais bon, dans le tarot, il y a la papesse, là, je pense que c'est la deuxième carte. Bon, mais la papesse, elle a un voile derrière elle. C'est le voile d'Isis. Puis le principe, c'est que, bon, je pense qu'il y a les deux colonnes qui symbolisent la matière, puis la dualité, ce genre de truc-là. Puis derrière le voile d'Isis, c'est la sagesse. Mais ce qu'il y a derrière le voile d'Isis, l'idée, c'est que on ne peut pas le savoir. Même si on a l'expérience de l'unité cosmique, même si, peu importe le niveau de transcendance à laquelle on peut espérer parvenir en tant que moi qui vous parle, il y a quand même une part de la vérité à laquelle on participe et qui est ce qu'on est réellement. Okay? Une part qui se trouve derrière le voile d'Isis, puis ce voile d'Isis-là, qui est qui on est réellement, qui est cette part de la psyché qui nous parle et qui cherche à nous guider, okay, ben, on ne peut jamais la voir directement ni la comprendre directement tant qu'on est un homo sapiens dans un corps d'homo sapiens. C'est juste pas possible. Donc, l'idée générale, c'est ça. Ça fait que le quatrième modèle, le modèle phase 4, c'est le mariage alchimique, mais qui perçoit que c'est une allégorie pour quelque chose qui me dépasse puis que je ne peux pas comprendre. Mais qui fait le saut conceptuel et existentiel, si on veut, là, okay? Le saut intérieur, ou qui ajuste intérieurement le mécanisme pour se dire, OK, ben, je suis dans un vaisseau spatial que je ne comprends pas, mais qui va quelque part. Puis tout ça, c'est lourd de conséquences, mais ça, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est un sujet pour d'autres vidéos, okay? Parce que là, j'ai fait la version rapide de la psyché, mais j'ai parlé rapidement du surmoi, etc., puis des trucs chez Freud, là. Ben, c'est ça, l'idée, c'est qu'il y a des mécanismes, il y a des organes psychiques, là, si on veut, là-dedans. Il y a les fameux archétypes de Jung, etc., ce genre de trucs-là. Puis tout ça, c'est important. Et ces concepts-là, certainement, bon, les archétypes ou les éléments en alchimie, ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Ben, tout ça, ce sont des symboles qui rentrent plus en profondeur, plus dans le détail de comment est-ce que, en termes concrets, quotidiens, plus ou moins, on peut utiliser ces intuitions-là, ces impressions-là, puis comprendre aussi les éléments de notre vie de tous les jours. Parce que, puis là, je conclue là-dessus, qu'est-ce qu'on observe? Ben, s'il est vrai, okay, que la psyché nous communique avec nous, okay, par des symboles et des allégories. Okay, puis,
c'est pas exactement, c'est pas très, très, très polémique de le mettre de l'avant parce que clairement, bon, les rêves, mais les contes de fées, toutes ces choses-là, ça semble plutôt, c'est ça. C'est pas extravagant de mettre de l'avant l'hypothèse que ce sont des expressions allégoriques de phénomènes plus ou moins, qui sont de vérité X, Y, Z, qui sont perceptibles et compréhensibles sous la forme de ce récit-là, le récit Le Conte de Fées par exemple, mais qui ne peuvent pas être résumés précisément en langage courant, bon, analytique ou peu importe. Okay. Mais là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que tous les récits sont comme ça. C'est ça le truc. C'est tous les films dans 2001 au-dessus de l'espace ou Things to Come ou n'importe quoi, tous ces personnages-là sont des allégories. Okay. Puis ça aussi, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais ça, c'est la clé, en fait. C'est quand on voit une histoire où est-ce qu'un personnage nous est présenté comme ayant pas d'inconscient, comme étant une pure conscience, là, un individu objectif et compréhensible. C'est ça. Quand on voit un personnage, donc, qui nous est présenté comme n'ayant aucun inconscient, où l'inconscient n'est pas important, et on est en train de vivre une histoire où l'inconscient ne joue aucun rôle, ben, on peut savoir avec certitude que c'est une pure expression de l'inconscient. Parce que c'est une allégorie, parce que c'est une histoire. Okay. Donc ça, c'est la version en résumé. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Puis, parce que le but de parler de l'inconscient, puis de commencer cette pseudo-série, si on veut, de parler aujourd'hui de l'inconscient, c'est de faire apprécier que c'est ça qui est en train de se passer, en fait, en énorme partie. Okay? C'est qu'on est prisonnier de phénomènes inconscients, puis on ne se rend pas compte que c'est ça, puis on est en train d'extérioriser des histoires qui sont des produits de l'inconscient, parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui cherchent à s'exprimer présentement et qu'on a refoulé, peu importe. Encore une fois, ça, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça, pourquoi c'est ça. Ben, c'est justement, c'est des questions qu'on aura à explorer davantage dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, si vous voulez avoir un résumé rapide de pourquoi l'inconscient est une question politique, pourquoi, à beaucoup de points de vue, à mon avis, c'est la question politique la plus importante de notre époque, celle qui explique, comme je l'évoquais, en bonne partie tous les problèmes qu'on a, ben j'en parle dans la vidéo que vous trouverez ici, là, sur l'inconscient et la politique. Donc, voilà. Regardez ça, la vie est belle, je suis sur Substack, Patreon, j'ai pas encore beaucoup de contenu, mais ça s'en vient. Portez-vous bien, la vie est belle, à la prochaine.